Alors Renaud, Krasous-Dorfler, on rentre dans le vif du sujet. Une petite présentation, des explications. On va parler des scénarios de réduction. Je vous passe la parole avec énormément de plaisir. Tâche de commencer les présentations. Je remercie d'abord la mairie de Saint-Tropez et de nous accueillir dans ces conditions et de nous permettre de partager ce qui nous passionne tous les jours de notre vie professionnelle et non professionnelle. Et donc je vais commencer en essayant de faire une transition avec ce qui était l'objet des discussions de toute la journée d'hier, en partant d'un objet qui est commun en fait à la communauté des climatologues et à celle des économistes qui travaillent sur les politiques à mettre en place. Et cet objet commun, il s'agit des scénarios d'émission. Les scénarios d'émission sont vraiment à mi-chemin dans toutes les discussions entre climatologues et économistes, puisque pour les climatologues, c'est la donnée d'entrée qui leur sert à projeter le climat futur, et en quelque sorte, c'est la nourriture de leur modèle. Et pour les économistes, eh bien, c'est un peu le bout de la chaîne, au contraire, puisqu'on est en amont des scénarios d'émission. On essaye de projeter ce qui va se passer dans l'économie en termes de croissance économique, de croissance de la population, de consommation énergétique, d'évolution technique et technologique, et de savoir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire sur ces grandes tendances futures dans l'économie. Et donc je vais revenir sur la création de ces scénarios d'émission, parce que le point très important, ce n'est pas seulement de donner aux climatologues des scénarios d'émission pour modéliser le climat futur, mais aussi de bien comprendre ce qui risque de pousser les émissions à la hausse au cours du XXIe siècle, pour ensuite avoir les mécanismes sous la main sur lesquels il faut agir pour baisser ces émissions. Parce qu'après tout, il y avait une question hier dans la salle qui était de dire mais si le pétrole est fini, si le charbon est fini, on va arriver au bout de ces ressources et on n'aura plus de carbone à émettre dans l'atmosphère. Donc on est tranquille si ces ressources-là sont limitées. Et la réponse a été que non, on n'est pas tranquille parce qu'il y a de telles ressources de carbone dans le sous-sol qu'on a de quoi dépasser 5, 6, 7 degrés d'augmentation avec tout ce carbone. Et donc je vais vous montrer que si on ne fait rien, les émissions risquent de partir considérablement à la hausse. Alors, les économistes ont une grande incertitude sur la possibilité de modéliser l'économie future, des incertitudes sur la croissance, sur la démographie, sur le contenu matériel et énergétique de la croissance. Ici, vous avez l'ensemble des scénarios produits par la littérature scientifique, regroupés dans le cadre des rapports du GIEC, et notamment du dernier rapport du GIEC qui vient d'être publié. Et vous voyez qu'on a une incertitude énorme sur les émissions futures. Alors ici, il s'agit juste des émissions de CO2, mais on a une incertitude encore plus grande sur les autres gaz, donc je ne veux pas vous effrayer avec les autres gaz. Et l'incertitude du CO2 vous montre que certains scénarios sont même assez optimistes sur le progrès technologique pour penser que l'économie va stabiliser toute seule les émissions de gaz à effet de serre. C'est les scénarios qui sont vers le bas. Personnellement, j'y crois pas trop, et je vais vous le montrer après. Et puis d'autres scénarios, au contraire, sont très alarmistes sur la croissance exponentielle des émissions, avec les scénarios les plus hauts, sachant que 200-250 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, ça dépasse toutes les prévisions de stabilisation, tous les objectifs de stabilisation qu'on peut envisager pour éviter un changement climatique dangereux. Excusez-moi, que signifie le zéro? On est en milliards de tonnes de CO2, d'accord, mais le zéro c'est quoi? C'est une référence C'est le flux d'émissions qu'on envoie dans l'atmosphère chaque année. On n'en voit pas zéro. Non, mais il n'y a pas de zéro en fait. Enfin, là c'est dommage, ma photo est juste devant le zéro. Mais si vous voulez, le point de départ, il n'est pas à zéro. Il est en fait aux émissions pré-industrielles. Enfin, non, en 1940, on avait déjà commencé. On était peut-être à un peu moins de 10 gigatonnes de CO2 par an. Ah oui, c'est toute l'activité humaine. Voilà, exactement. Si toute l'activité humaine s'arrêtait, on serait à zéro. Non, on ne serait pas à zéro, parce qu'il y a des flux naturels d'émissions de gaz à effet de serre qui sont surtout liés aux émissions qu'on appelle LULUCF, Land Use and Land Use Change, c'est-à-dire qui sont liés à la forêt, aux incendies de forêt, au dégazage du sol, au changement au cycle naturel du carbone. C'est le total. Bah, c'est très inquiétant. Donc ça, c'est la croissance des émissions, elle est liée, le surplus d'émissions par rapport au zéro, à la situation d'équilibre pré-industriel, c'est lié aux activités humaines. Voilà. Et les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre, c'est la consommation d'énergie fossile, certains processus industriels comme la production de ciment, et puis les changements d'usage des sols quand on déforeste pour mettre des champs, etc. Alors cette incertitude, elle est un peu plus simple à voir comme ça. Hier, on vous a parlé de scénarios faits par le GIEC pour essayer d'aider les scientifiques à imaginer le climat futur. Et là, vous retrouvez les 6 scénarios colorés, depuis les scénarios en très plein, depuis le scénario vert qui est le plus bas jusqu'au scénario rouge qui est le plus haut, qui vous donnent les projections possibles qui illustrent l'incertitude sur les déterminants futurs des émissions au cours du XXIe siècle. Alors c'est très intéressant, c'est très important de savoir si on est plutôt dans des déterminants qui nous mènent au scénario vert ou dans des déterminants qui nous mènent au scénario marron qui est tout en haut.
Parce que le chemin qu'il y a à faire pour descendre au scénario en pointillé qui permettrait de limiter l'augmentation de température à 2 degrés n'est pas du tout le même si l'économie se dirige spontanément dans un scénario vert ou si elle se dirige spontanément dans un scénario marron. Alors comment faire pour... ah oui, dernier point, excusez-moi, les tendances récentes. Qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années? Depuis quelques années, certains tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils disent « Attention, les tendances récentes de croissance des émissions sont au-dessus de tous les scénarios qu'on avait imaginés jusqu'à maintenant. On va plus vite que prévu dans notre croissance des émissions. » Et c'est ce qu'on voit ici. Les scénarios que je vous avais montrés avant, qui étaient jusqu'à 2100, on a fait un espèce d'effet de loupe autour de l'année 2000-2010. Ils sont écrits en couleur là sur la droite. Et vous voyez que les tendances récentes, qui sont les points noirs et les courbes noires, alors ceux dont deux bases de données différentes, mais enfin c'est la toute petite incertitude des mesures, eh bien elles montent au-dessus de tous ces scénarios-là, y compris du pire scénario rouge. Donc ça nous laisse penser qu'il y a des déterminants dans l'économie qui poussent les émissions très fort à la hausse et qu'on est plutôt dans un scénario élevé si on ne fait rien que dans un scénario bas. Alors quels sont ces mécanismes? Seule équation que je vous montrerai, rassurez-vous. On peut décomposer facilement les émissions selon 4 grands déterminants. Qu'est-ce qui pousse les émissions à la hausse? On a la démographie. Bien sûr, si pour une même richesse économique on multiplie par 2 la population, eh bien on va émettre 2 fois plus d'émissions, très schématiquement, si tout le reste est équivalent. Deuxième déterminant, la croissance économique. Quand on croît, on a plus d'équipements, on consomme plus d'énergie, on utilise plus de ressources pour la production industrielle, et donc la croissance va alimenter elle aussi les émissions. Troisième terme, l'intensité énergétique. Qu'est-ce que c'est l'intensité énergétique? C'est combien je consomme d'énergie pour produire $1 de valeur dans l'économie, tout secteur confondu. D'accord? Donc on verra tout à l'heure ce que ça veut dire en termes de contenu de l'économie. Et puis quatrième terme, l'intensité carbone de l'énergie qu'on consomme. Ça veut dire combien on émet de gaz à effet de serre pour 1 kWh d'énergie ou 1 tonne d'équivalent pétrole d'énergie. Quelle est l'énergie sur laquelle on se base? Alors je vais analyser rapidement, pour vous illustrer tout ça, les différents termes. Le premier terme, c'est la démographie. Quand on projette la démographie au cours du XXIe siècle, ça c'est pas mon métier, on le confie aux démographes qui connaissent bien leur domaine, mais ils ont quand même une énorme incertitude, puisqu'en 2050, on est déjà à une incertitude de 50%. La population pourrait être de 8 ou de 12 milliards d'habitants. Et ça c'est très incertain, ça dépend de l'évolution des transitions démographiques, si elles sont précoces ou si elles sont tardives, dans tous les pays qui ne l'ont pas encore faites. Deuxième terme, la croissance économique. Ici, je vous ai classé l'ensemble des pays du monde par niveau de richesse par habitant. C'est l'axe vertical. Donc vous avez en effet les premiers pays. Parmi les premiers pays, vous avez les États-Unis, qui sont parmi les pays les plus riches en PIB par habitant. Et puis ils sont classés en fonction de la population. Donc la base des rectangles, c'est la taille de la population de chacun des pays. Donc par exemple, vous voyez la Chine au milieu, qui a une population de plus d'1 milliard d'habitants, mais par contre son niveau de PIB par habitant est assez faible. Et la flèche orange est pour vous montrer le sens de la croissance mondiale. La croissance mondiale aujourd'hui est surtout alimentée par le rattrapage des pays en voie de développement de nos niveaux de richesse à nous. D'accord ? Elle n'est pas alimentée par la croissance des États-Unis, beaucoup moins. Le plus gros de la croissance en PIB par habitant, il est assuré par les pays qui sont sous la flèche et qui rattrapent à grande vitesse, à plus de 5% par an, les niveaux de richesse par habitant. Et c'est comme ça qu'on projette la croissance future. C'est en essayant d'estimer à quelle vitesse ces pays-là peuvent rattraper nos niveaux de développement. Le troisième terme, l'intensité énergétique, fait référence, est modélisé en utilisant 2 choses. Le changement technique dans l'économie et le changement structurel. Alors, je vais d'abord vous expliquer le changement structurel. C'est très simple. C'est la composition de notre économie, ou des économies des pays en voie de développement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculture? Est-ce qu'il y a beaucoup de services? Est-ce qu'il y a beaucoup d'industrie? Parce que bien sûr, ces différentes activités ne consomment pas du tout la même quantité d'énergie et n'émettent pas du tout la même quantité de gaz à effet de serre. Donc ici, sur ce graphe, on voit que les USA et l'Europe, par exemple, ont une agriculture qui prend 2 ou 3% de l'économie, donc c'est plus grand-chose, et que par contre, alors l'industrie est à peu près stable autour de 20%, et que c'est les services qui assurent la majeure partie des ressources et de la production de notre économie. En Chine, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une spécialisation industrielle assez forte, puisque l'industrie atteint 50%, et on a encore une agriculture qui prend 20%. Et en Inde, au contraire, on a une spécialisation dans les services, avec toutes les nouvelles technologies et l'informatique et les SS2I, avec une agriculture qui, elle aussi, tient encore beaucoup de place. Et ça a une conséquence sur les émissions, parce que l'industrie, par exemple, est en général plus intensive en énergie, et donc en émissions, que les services.
Alors le deuxième terme, c'est le changement technique, c'est-à-dire pour une même activité, quelle peut être l'efficacité énergétique d'un secteur. Et alors là, je m'excuse, je vous ai sorti un graphe qui date de Mathusalem, qui est un graphe publié sur l'efficacité énergétique dans le secteur de l'acier. Et on voit qu'il y a des différences énormes d'un facteur 3 entre l'efficacité énergétique de la production d'acier en Allemagne, c'est la courbe la plus basse. La courbe la plus basse, c'est la courbe de l'Allemagne. Et puis on a la courbe de la Chine qui est tout là-haut et qui est 3 fois moins efficace d'un point de vue énergétique que les pays développés. Donc il y a un potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique dans un certain nombre de secteurs et un certain nombre de pays qui pourrait nous permettre de limiter nos émissions. Mais tant que ce gap, que cet écart-là n'est pas comblé, eh bien, on risque de pousser les émissions à la hausse parce qu'il y a des activités qui sont encore très loin de la frontière possible d'amélioration énergétique. Et alors, voilà le dernier. Le dernier, c'est l'intensité carbone de la production d'énergie. Alors là, il faut voir qu'on a des situations très différentes selon les pays dans le monde. On sait que la Chine, elle est assise sur un tas de charbon et il n'y a aucune chance qu'elle n'en profite pas parce que c'est vital pour elle d'utiliser une énergie qui est disponible dans son pays et qui ne dépend pas d'importation. En Europe, on est beaucoup plus dépendant énergétiquement de nos importations des pays qui disposent de ressources naturelles. Et donc la carte de l'énergie, des différentes énergies qui est consommée dans nos pays n'est pas du tout la même. En Europe, vous voyez qu'on a pas loin de 45% de pétrole, un quart de gaz, moins d'un sixième de charbon, et cette part tend à se diminuer. Et puis on a peut-être un huitième d'hydroélectricité, énergie renouvelable et nucléaire mélangés qui nous permettent d'assurer notre production d'électricité. Par contre, en Chine, vous voyez qu'il y a presque 3/4 de charbon. Et dans les différentes ressources fossiles, le charbon est l'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre quand elle est utilisée et quand elle est brûlée. Le gaz en émet à peu près 2 fois moins. Donc cette cartographie, cette image de l'énergie qui est consommée dans le système énergétique vous donne aussi les marges de manœuvre qu'on a en changeant de vecteur énergétique, en changeant d'énergie d'origine pour diminuer nos émissions dans le futur. Alors, quand on met tout ça dans un modèle, on essaye de décrire les mécanismes de la population, de la croissance économique, du changement technique, de l'évolution du changement structurel dans l'économie et de l'évolution du panier énergétique qui sert à produire l'énergie. Et on produit des scénarios d'émissions qui sont tout simples par rapport à la complexité du modèle qui a servi à les faire, mais qui sont assez éclairants. Vous avez ici le scénario laisser-faire qu'on a calculé avec des déterminants démographiques, économiques et technologiques médians par rapport à l'incertitude. On ne s'est pas occupé de faire des scénarios très variés, on a pris juste des hypothèses médianes, crédibles, plausibles, au milieu de la fourchette. Et on se rend compte que ce scénario est fortement à la hausse. En particulier, après 2040, il redémarre, après une petite stabilisation, il redémarre à la hausse et il continue. Alors, pour être sûr que c'était un petit peu robuste, on a fait des tests de sensibilité, en se disant, c'est possible qu'on soit un peu pessimiste sur les modes de développement, qu'on dise que les gens vont faire beaucoup de kilomètres alors qu'ils en feront un peu moins. Ça, c'est le développement plus sobre. C'est possible qu'on soit un peu pessimiste sur la technologie, donc on va en rajouter une couche d'optimisme technologique. Ou bien c'est possible qu'on fasse les deux erreurs cumulées, et donc on va combiner les deux. Et vous voyez que petit à petit, on arrive à faire baisser ce scénario d'émission, et que l'avenir est un peu plus rose dans le scénario vert que dans le scénario rouge. Ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est qu'on ne fait que gagner 20 ans dans cette histoire, et que les émissions sont tout autant à la hausse dans le scénario vert, qui est plutôt optimiste, que dans le scénario rouge. Et donc gagner 20 ans, c'est peut-être le temps de trouver des solutions mieux coordonnées entre les pays, mais ça ne résout pas le problème climatique sur plusieurs siècles. Alors derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière cette augmentation des émissions? C'est un petit peu pour répondre à la question de la personne hier qui disait mais on a des ressources finies en pétrole, en charbon et en gaz, donc on va bien résoudre le problème tout seul. Eh bien non, parce que derrière ce scénario, en termes de consommation énergétique, on a bien le fameux pic de production pétrolière, c'est les courbes roses, violettes, en 2040-2050. Alors là, il y a de l'incertitude, mais c'est à peu près ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus trop de pétrole? Eh bien, on commence à utiliser les biocarburants, parce que c'est une ressource, en plus il y a beaucoup de progrès technologiques là-dessus, donc on a un potentiel d'utilisation des terres pour faire de l'énergie. Mais il y a une compétition sur ces terres, entre l'énergie, l'alimentation et la forêt. On a besoin des trois. Et ce serait étonnant qu'on continue à pousser l'extension des biocarburants si on commence à plus satisfaire nos besoins en alimentation. Et en plus, la forêt, ça sert à séquestrer du carbone. Donc on va aussi avoir un conflit sur l'utilisation des sols pour la forêt. Donc ces biocarburants, ils ont un potentiel limité. C'est pour ça que la courbe reste à peu près parallèle, la courbe verte.
Et ensuite, quand on n'a plus assez d'énergie avec le pétrole et qu'on n'a plus de potentiel de biocarburant, qu'est-ce qui reste? Ben, si on ne fait rien, le plus intéressant pour nous, c'est de commencer à utiliser le charbon de manière très importante et d'utiliser des technologies qui s'appellent coal to liquid et qui sont déjà mises en œuvre en Afrique du Sud et en Chine et qui permettent de transformer le charbon en carburant liquide que vous pouvez mettre dans votre voiture ou dans votre chaudière à fioul. Et donc, même si on n'a plus de pétrole, on a de beaux jours devant nous pour l'utilisation des ressources fossiles si rien ne nous incite à ne pas les utiliser. Et enfin, conclusion de mon intervention, si on ne fait rien, quand on transforme ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre en scénarios de concentration, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder le flux d'émissions qui va chaque année dans l'atmosphère, on regarde le stock de gaz à effet de serre qui résulte de ces émissions cumulées, et bien on s'aperçoit qu'on est parti pour traverser l'un après l'autre tous les plafonds de concentration qui nous semblent à peu près raisonnables de respecter, et qu'au fur et à mesure, la température d'équilibre de l'atmosphère, elle monte, elle monte, elle monte. Et donc là, il y a de l'incertitude aussi sur les émissions d'usage des sols, c'est ce qui fait que vous avez de nombreuses courbes, mais quels que soient les scénarios qu'on fait d'incertitude, les 4 hypothèses que j'ai faites avant, plus les hypothèses d'usage des sols, on traverse 450 ppm, 500 ppm, 550, 650, et la température s'échauffe. Et donc, il faut faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, j'espère vous avoir démontré que les émissions partent à la hausse d'une manière complètement incontrôlée. Merci de votre attention.